présence. On va essayer de discuter un petit peu de la question d'évaluer les activités de diffusion. Certains d'entre nous pratiquons un peu ça depuis quelques années. Donc les personnes, nous on est juste ici pour faire les messieurs loyaux, Pascal et moi. On va essayer de cadrer la discussion de façon à ce qu'il y ait 45 minutes de table ronde et 10-15 minutes de questions de votre part, quoi. Donc les intervenants et les intervenantes, c'est Laurence Grosse qui a été une des responsables de Femmes et Maths et qui s'intéresse beaucoup à ces questions de parité en général et qui aura un petit peu une question d'évaluation en général et elle va un peu nous donner son point de vue sur spécifiquement les activités de diffusion qu'on a en tête. Olga Paris-Romaskevitch qui pratique les activités au quotidien, si j'ose dire, et qui va nous donner son opinion sur l'évaluation. C'est intéressant, on a préparé un petit peu la réunion, on a déjà deux opinions différentes avec les deux premières intervenantes, si j'ai bien compris, sur le rôle de l'évaluation. Ensuite, on a Stéphane Seret qui a dirigé, qui a été responsable de la SMF, mais qui est là surtout pour nous parler de sa façon du pilotage qu'il a eu de la labellisation et du subventionnement par Maths C2+, des activités de diffusion. Donc, c'est un radar pour voir un peu les activités nationales. Et enfin, Pierre Verschuren est historien. Il est historien de communautés académiques éducatives depuis la Deuxième Guerre et en particulier du monde des mathématiques. Voilà. Donc, je vous indique juste les 4 points qu'on avait prévu de voir. Je pense qu'on ne va peut-être pas gérer, il faut être un peu flex. Je ne suis pas sûr qu'on va balayer les 4 points. Donc, je vous les mentionne quand même de façon à ce que si vous êtes frustré, vous puissiez poser des questions qui n'aura pas été abordées. La première question, c'était un état des lieux des activités de diffusion. Le second point, c'était évaluer pour quoi faire. Parce que pour l'instant, on a l'impression qu'il y aura beaucoup d'évaluations. Ça peut prendre plusieurs sens. Ensuite, quel type d'évaluation on envisage si on le fait. Et enfin, une grosse question qui est apparue, qui n'est pas prévue et qui est apparue dans la réunion de préparation, c'est quel est notre rapport à l'éducation nationale. Il y a 2 ordres de grandeur entre l'impact de deux ou trois ou plus, entre l'impact de l'éducation nationale sur la diffusion des connaissances mathématiques et puis nos petites actions, si j'en veux. Voilà. Donc, ce sont les 4 points. Si vous êtes intéressé par un des 4 et que vous ne les voyez pas passer, il faudra bien hésiter à poser des questions là-dessus. On va peut-être commencer par un état des lieux. Moi, je peux proposer l'état des lieux des actions que je connais le mieux. C'est les actions comme les cigales et leurs amis. Je ne sais pas qui connaît les cigales, qui a entendu parler des cigales. Ok. Donc les cigales, c'est une action qui était montée à Marseille par Pascal Hubert et ses collègues en 2019. J'ai rejoint l'équipe en 2020. Et c'est une action en non-mixité pour les lycéennes qui viennent faire passer une semaine dans ce cas au CIR, mais dans un lieu, pour s'initier à la recherche en mathématiques. Et depuis 2019, il y a eu d'autres actions qui ont rejoint un peu l'idée, les cigognes, les marmottes, les mouettes, les fourmis, les abeilles, les lionnes à Paris, et bientôt les lynx à Lyon. Et donc, voilà, il y a pas mal d'actions qui se mettent en place, mais voilà, l'échelle, c'est une trentaine de lycéennes sur une semaine. Donc, ce n'est pas l'échelle de l'éducation nationale déjà mentionnée. Et quand on a commencé à faire ces actions, on s'est posé cette question, est-ce qu'en fait c'est utile, est-ce que les actions en non-mixité ont un intérêt? Et donc une sociologue, Clémence Pirnet, est venue nous éclairer sur cette question et les autres. Donc on a un peu réfléchi aux questions d'évaluation. Et puis il y a une action qui s'appelle Maths C pour elle, qui est organisée, portée par la SMF, dans la même idée de non-mixité entre les jeunes femmes, pour les étudiantes en licence de mathématiques. Voilà, et ces actions ont un grand succès auprès des filles. Les filles sont heureuses à la fin du stage. Voilà, est-ce que c'est une évaluation? Je ne sais pas, mais ça se voit. Tu veux un petit peu ton expérience sur Maths C2+. Oui, donc effectivement, bon, il y a beaucoup d'actions qui sont organisées localement. Là, je vais plutôt parler des actions qui ont une envergure un peu nationale. Il y a Matangine, que, à mon avis, tout le monde connaît, Matangine, qui intervient pratiquement dans tous les collèges et dans énormément de collèges et de lycées de France. Et puis il y a Maths C2+, je ne sais pas si vous connaissez Maths C2+, mais c'est un programme donc SMF, Animat qui est un acteur majeur quand même nationalement de la diffusion mathématique, et puis aussi l'éducation nationale. Et justement, c'est intéressant d'avoir ces 3 partenaires-là, qui sont un peu
côté plus scientifique, quoi, SMF, côté associatif vraiment animate, et la rigidité incarnée qui est celle de l'éducation nationale. Donc Maths C2+, c'est à peu près, enfin je ne sais pas cette année, parce que moi j'ai lâché les rênes l'an passé, mais c'est environ 5000 étudiants par an, 5000 élèves par an, sur une quarantaine de stages, qui sont, en fait, Maths C2+, n'organise pas de stages, mais aide à l'organisation, aide au soutien, aide au financement, et peut aider aussi, je dirais, dans les détails, à savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et donc, en particulier, je ne crois pas qu'il y ait de stage à Dijon, labellisé. Et donc, ce serait bien de... Parce que je me souviens, j'avais vu ça, mais je n'avais pas vu récemment. Donc, ce serait bien de relabelliser. En fait, l'idée de Maths C2+, et de Maths Engine, c'est vraiment pas la performance. Hein, c'est vraiment pas améliorer. C'est très différent des Olympiades ou des choses comme ça. Et je pense que c'est plutôt de ce type d'évaluation dont on veut parler aujourd'hui. C'est amener des élèves qui ne seraient pas naturellement venus vers les mathématiques ou vers les maths et l'informatique. Donc Maths C2+, c'est en priorité, c'est 50% de filles dans tous les stages, minimum. Donc c'est en gros 50 ou 100%, parce qu'en fait on valide aussi les stages. Et c'est pas destiné aux élèves des grands lycées, c'est aux élèves de banlieue, donc il y a des critères sociaux pour qu'on essaie d'appliquer. Et donc voilà, ça fait 5000 élèves par an qu'on fait venir à l'université, au CIRM ou dans des institutions, et on leur fait découvrir les maths. Il y a des ateliers, des conférences, etc. Et ce qu'on peut dire, moi, enfin ce que je peux dire en tant qu'organisateur, c'est on mesure toute la difficulté d'organiser ces choses-là. L'argent est un problème, mais ce n'est pas que ça. Et puis, surtout, ce qu'on voit, c'est que quand on organise un stage, moi j'en ai organisé un à Créteil, on a 24 places, on a 100 candidatures. C'est-à-dire que le problème n'est jamais non plus de trouver les personnes pour venir. C'est toujours le nombre de stages, les moyens, etc. Je m'arrête là. C'est aussi une labellisation, Maths C2+. C'est aussi en fait, c'est ça. Maths C2+, c'est quoi? C'est un petit groupe de personnes qui ont un budget qui vont chercher chaque année. Ce n'est pas financé, il n'y a pas de financement récurrent. On répond à des appels d'offres, à des appels à projets, etc. On va voir les sponsors. Et les organisateurs de stage déposent un dossier. Il est évalué par un comité qui donne le label et un financement s'il est demandé. 99% des demandes sont acceptées. Voilà. Donc là, puisqu'on parlait de Dijon, effectivement, Maths C2+, on ne fait pas, on faisait avant. Mais par contre, Maths Engine, on fait beaucoup. Oui. On fait beaucoup et on va dans les... il y a quelques participants ici. On va dans les collèges et lycées de toute la province. Et pas seulement dans les collèges et lycées du centre-ville de Dijon. Oui, oui, mais rien n'est exclusif, hein, de toute façon. Hein, tout est bien. Non, mais en fait, l'idée, c'est que dans beaucoup d'endroits, il y a des activités type Maths C2+ qui existent et qui ne sont pas labellisées. En fait, ce qu'on essaie de dire partout, c'est qu'il suffit de demander un label, c'est une sorte de win-win, c'est-à-dire que ça donne de la visibilité au stage, éventuellement du financement. Et nous, c'est plus facile après parce qu'on augmente nos volumes et quand on va voir des gens pour dire on a besoin d'argent, c'est mieux d'être plus nombreux. Oui, alors dans les activités à portée nationale qui sont portées par Femmes et Mathématiques, il y a les journées Filles et Maths qui sont devenues Filles et Maths Info pour des raisons financières, de recherche de sponsors que tout le monde comprend. Une équation lumineuse, donc ça on a déjà organisé à peu près un peu plus de 200 journées depuis la création de cela, donc il y a une activité au début de conférences pour montrer un peu ce qu'on peut faire en maths pour des lycéennes. Puis ensuite, il y a des rencontres métiers, on va dire, et puis il y a une pièce de théâtre. Et puis ensuite, on est impliqué également dans les stages qui s'appellent Maths c'est pour elle, donc qui sont imaginés à l'image de Maths C2+, donc ce sont des cigales d'ailleurs. Ce sont des stages d'une semaine en résidentiel pour des étudiantes qui sont en licence de mathématiques ou de maths info. Cette année, on a fait trois stages, un au CIRM, où on va chaque année, et puis un à Lens et un à Paris. Et donc, on avait 130 candidatures de filles et on avait 80 places. Voilà, donc c'est un petit peu... On cherche des sites
pour organiser. Donc, si vous voulez, Dijon, l'année prochaine, vous pouvez vous porter candidat. Voilà. Voilà pour ce qu'on fait. Ok. On passe à la question. Pourquoi on évalue? Pourquoi faire? Alors, moi, je vous ai montré ce graphique-là, par exemple, parce que, bon, j'aime bien, vous savez, moi, je suis statisticienne de formation, donc j'aime bien commencer par des données. Et donc, ici, on a, depuis la réforme du bac, deux courbes. Donc, c'est le pourcentage de filles ou de garçons qui choisissent la spécialité maths en terminale. Donc, je prends un indicateur comme ça, on voit à peu près la même chose sur toutes sortes d'indicateurs. Donc, la courbe du haut, c'est le pourcentage de garçons, donc bien au-dessus de 50%. Et puis, la courbe du bas, qui touche autour des 30%, c'est le pourcentage de filles qui choisissent la spécialité maths en terminale. Moi, quand je vois ça, je vois d'abord une chose qui me réjouit, c'est qu'après, on va dire un premier choc où il y a eu quand même une baisse pour tout le monde, eh bien la pente remonte, voilà. Et donc la pente remonte, c'est bien. À quoi c'est dû? Ça peut être dû aussi à notre action, à l'action de la communauté mathématique, à l'action des profs de maths, à l'action peut-être des pouvoirs publics, à l'action des activités de diffusion. Donc on aimerait bien voir ça, voilà. Et donc on voit que les courbes montent et j'espère vont continuer à monter jusqu'en 2024. On voit aussi que la courbe des filles suit exactement celle des garçons. Hein, et donc, ça peut vouloir dire que les activités qu'on fait pour les filles, finalement, elles n'ont pas d'effet. Donc, je vois ça, ça me déprime un peu. Voilà, donc vous voyez pourquoi je pense qu'il faut quand même même si on n'aime pas, il faut arriver à avoir quand même des explications. Alors, je vous donne une autre courbe. Voilà, alors celle-là, c'en est deux. Donc là, bon, alors ça c'est la doublette préférée en terminale. Donc à gauche vous avez les garçons et qu'est-ce qu'on voit se distingue tout au-dessus, là, le choix préféré des garçons, maths, physique, chimie, et puis le reste bien en dessous. Et pour les filles, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe en fait. Elles se répartissent sur plein de spécialités. Et au début de la réforme, les spécialités des trois doublets préférés des filles ne comportaient jamais de mathématiques. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit arriver? Au bout de la courbe, là, c'est maths, physique, chimie qui a réussi à remonter au-dessus, donc depuis un an, au-dessus des autres doublettes. Donc moi, je dis quand même si les deux courbes, voilà, les deux premières courbes laissaient penser qu'il n'y avait pas d'effet sur les filles, on voit quand même qu'il s'est passé quelque chose sur les filles, et ça, c'est quand même réjouissant. Et donc là vient l'idée que les actions qu'on fait à destination des filles ont peut-être aussi des effets sur les garçons. Et donc, en fait, ça, c'est une chose qui est démontrée. Je vous parlerai plus en détail de cette chose-là dans la suite de notre discussion. Voilà. Bien. Moi, je peux enchaîner. Oui, donc si on veut parler d'évaluation, moi, j'ai peut-être 3 points à raconter. La première, c'est que une expérience. Donc, quand on est à Maths C2+, ou même à la SMF, souvent, on va quand même essayer de solliciter les sponsors, les mécènes privés. Et donc, on fait des petits déjeuners, on peut discuter de temps en temps avec des gens qui nous demandent, en fait, quel est l'impact de nos actions. Parce qu'en fait, ils ont un esprit très cartésien. Si on dit il faut nous donner 30 000 euros, du budget de Maths C2+, c'est à peu près 60 000 euros par an. Il faut nous donner 30 000. Ça sera 2500. Mais ils nous disent, oui, on peut vous donner, enfin déjà, il y a beaucoup moins d'argent aujourd'hui pour les associations qu'avant, mais comment vous mesurez votre impact? Alors, la première fois qu'on m'a demandé la question, je n'ai pas su répondre, et puis maintenant, je ne sais toujours pas vraiment répondre d'ailleurs, mais c'est donc très important de savoir mesurer si on influence effectivement le devenir des jeunes, le choix d'options, etc. Et alors sur ça, il y a une anecdote assez intéressante. Il y a une entreprise qui s'appelle XTX, que vous avez peut-être entendu parler, qui est une entreprise anglaise, une sorte de millionnaire, milliardaire, qui distribue de l'argent aux maths partout, un peu dans le monde, et notamment en France, et qui s'intéresse donc à travailler avec GEPAL. Je ne sais pas si vous connaissez GEPAL, c'est l'association qui a été créée par Esther Duflo et son mari, les 2 prix Nobel, où leur objectif, c'est l'évaluation des politiques, de l'action des associations dans l'enseignement.
Et donc, ils ont toute une méthode statistique, etc., pour évaluer l'effet de ces choses-là. Ils ont, donc, XTX, donc tout ça coûte plein d'argent, hein, évidemment, je le dirai juste après, mais XTX a évalué une 50aine d'actions en Angleterre, l'effet sur ça. Le résultat donc, de ces études-là, c'est que sur 50, il y en a à peu près 35 pour lesquels il n'y a pas d'effet, il y en a 8 pour lesquels il y a un effet positif, il y en a 7 pour lesquels il y a un effet négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les élèves, après le stage, choisissent moins les options maths qu'avant. Et pourtant, c'est fait pour des associations qui sont assez reconnues. D'où l'importance, je pense, de l'évaluation pour nous nationalement. Ça rejoint ce que tu disais, Laurent, c'est qu'à un moment, il faut qu'on soit quand même un peu sûr de l'effet positif que nos actions ont, en particulier parce que quand on organise des événements comme ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Toutes celles qui ont organisé ça savent à quel point il faut quand même être dévoué pour ces choses-là. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je me suis un peu renseigné, moi, donc j'ai essayé de contacter JPAL, cette entreprise qui a l'ENS Paris, pour évaluer l'action MathC2+, et avec Mathengine. Parce qu'en fait, là, on traite de gros volumes. On traite de 5 000 personnes par an, avec des gens qui sont refusés, enfin des élèves qu'on ne peut pas tous prendre. Donc, pour faire une étude propre, il faut double aveugle, hein, c'est comme ça, c'est tous les dossiers, vous faites un suivi via les bases de données de l'éducation nationale sur 10 ans ou sur 5 ans pour savoir parmi ceux qui ont suivi un stage, est-ce que le pourcentage qui choisissent des spécialités maths est nettement plus significatif que ceux qui n'en ont pas pris. Donc pour un projet comme ça, pour MathC2+, Mathengine, il faut compter un projet ANR sur 4 ans, c'est l'équivalent d'à peu près 400 000 euros. Puisqu'il faut des gens qui sont à temps plein, qui vont interviewer les jeunes, qui vont interviewer les profs, donc pour évaluer, mais malgré tout, sans ça, les sponsors privés rechignent fortement à donner de l'argent. Donc c'est un peu contradictoire parce que finalement on cherche de l'argent pour évaluer, cet argent on pourrait se dire on ferait mieux de l'investir directement dans les stages, et en même temps on ne sait pas trop si nos stages sont utiles, même si tous ceux qui ont organisé des stages savent que généralement à la fin du stage tout le monde est très heureux, et y compris les formateurs, et ça c'est une vraie question, est-ce qu'on ne fait pas les stages même plutôt pour nous, au sens où ça nous fait plaisir d'avoir des étudiants motivés, des élèves qui sont là pendant 5 jours, qui font des ateliers, et ça change un peu de notre quotidien, enfin je ne sais pas le vôtre, mais un peu du mien, quoi. Donc voilà, c'est une vraie question, je pense. Moi je veux bien réagir à ça, essayer de réagir aux deux choses. Oui, en fait, quand on évalue, déjà, le but, c'est pourquoi on évalue, et aussi quel est le but de notre action à la base, parce que les buts peuvent être différents. Le but peut être contrer les réformes du baccalauréat, et donc ça, c'est une échelle d'action. Donc, il y a une question d'argent, en effet. Pour les cigales, par exemple, on avait, pour 15 000 euros pour le stage, on avait 10 financements différents. Donc, il faut les chercher, vous savez bien le temps que ça peut prendre. Donc il y a les questions d'échelle et donc un peu on va dire, d'ambition. Moi, personnellement, je n'ai pas l'ambition de contrer directement l'action de l'éducation nationale avec ce que nous organisons en tant que communauté mathématique, parce que tout simplement, ça ne me semble pas réaliste dans la situation actuelle. Mais par contre, j'ai l'ambition qui, je ne pense pas, est moindre, c'est un changement culturel de la manière comment on voit les mathématiques et l'enseignement des mathématiques et la manière comment nous, on partage les mathématiques. Et en effet, je pense que c'est plaisant d'organiser ces stages parce que nous aimons partager des maths, etc. Mais je pense qu'il y a autre chose aussi, c'est que le fait de rencontrer les filles dans le contexte de non-mixité, ça nous fait discuter avec elles et je pense que ça nous change aussi, nous. Le fait d'apprendre de leur parcours, d'apprendre en fait comment elles communiquent avec elles, avec nous, ce qu'elles nous racontent sur les mathématiques et sur leur vécu d'apprentissage, je pense que ça joue un rôle important. Ce n'est pas évolué, mais je pense que cette question est intéressante et peut-être demande moins de ressources pour faire une étude. Nous, quand on organisait les cigales, on s'est posé la question, est-ce que cette action est efficace? Pas à l'échelle des chiffres globaux des lycéennes en France, mais pour quelques dizaines de lycéennes qui voient nous voir.
Est-ce qu'elles, à la fin du stage, elles ont changé leur rapport en mathématiques? Est-ce qu'elles ont plus envie de s'orienter vers les filières scientifiques? Et on a une petite évaluation, une enquête à la fin du stage qu'elles remplissent en 5 minutes. Et donc on a des réponses. Après toutes les éditions, ce qui est déjà montrable aux financeurs. Et puis, il y a une enquête que Clémence Pironnet a fait aussi en ligne, qu'on envoie aux participants du stage le moment quand ils finissent leur bac et qu'ils font des choix d'orientation universitaire. Donc, on a cette enquête aussi à laquelle les filles répondent. Donc, on a un certain nombre de données qui commencent à s'accumuler parce que les cigales, ça fait déjà 10 éditions qui sont passées. Je sais que Clémence Pironnet m'a dit que les personnes qui organisent ce genre d'initiative peuvent la contacter pour utiliser une enquête proche. Les cigognes, le stage des cigognes dans Alsace-Lorraine, ils ont aussi une sociologue qui travaille sur l'évaluation surtout qualitative, mais aussi un peu quantitative du stage. Et donc, la sociologue qui est locale, on va dire, qui est basée à Metz. Et je pense qu'il y a aussi la question de évaluation externe versus réflexion interne. C'est-à-dire on peut inviter quelqu'un qui va évaluer ce qu'on fait, mais on peut aussi essayer de réfléchir le long des éditions, surtout pour les initiatives récurrentes, qu'est-ce qu'on peut améliorer en fonction des retours des personnes qu'on voit avec qui on peut discuter. Mais en tout cas, pour la non-mixité, voilà, ce que explique Clémence Pironnet dans le livre Mateuse, que vous connaissez peut-être, que nous avons coécrit, et il est sorti en janvier 2024. Elle explique que la mixité, c'est pas égal à égalité, comme on a vu sur les graphes, comme on a vu, il y a une étude récente aussi de Léa Doucet et Georges Thébault sur les écoles normales supérieures, filles et garçons, et comment la fermeture de ces écoles a provoqué une chute des parcours des filles dans les apprentissages mathématiques. Donc on voit que la mixité peut amplifier les inégalités, donc c'est un vrai problème aujourd'hui dans le contexte en France mixte à l'école. Mais en contexte éducatif, il y a un consensus sur le fait que ça améliore une ambiance dans une classe. Donc ça améliore une expérience d'apprentissage. Par contre, pour les autres effets, comme performance, orientation, confiance en soi, pour l'instant, il n'y a pas de consensus scientifique sur l'efficacité de la non-mixité. Donc j'imagine que le contexte est à en prendre en compte. Donc là, je vous défile juste le chapitre des matheuses parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments. Et les filles des cigales nous ont raconté dans leur retour que la non-mixité, elles trouvent ça plutôt satisfaisant pour majoritairement aimer. Et voilà, la raison, c'est que ça valorise les femmes en mathématiques. Elles se sentent moins minoritaires, moins seules. Elles ne se disent plus « je suis une seule fille qui aime les maths en France ». Et ils ont évité le fait que les garçons les écrasent, leur coupent la parole, etc. Ce qui est aussi considérable. Et il y a aussi les limites de la non-mixité dont Clémence Pironnet nous prévient. C'est, je pense, une idée très importante. Il ne faut pas supposer que les filles ont naturellement un rapport spécifique aux mathématiques, qu'il y a des mathématiques féminines, quelque chose comme ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à ne pas naturaliser le rapport aux mathématiques pour les filles, mais aussi pour les enfants des classes populaires, etc. C'est vraiment important. C'est la question du langage, mais je pense que c'est aussi une question d'intention. Dire les enfants qui ne sont pas naturellement amenés aux mathématiques et dire les enfants qui ont été empêchés dans leur parcours de connaître les sciences, c'est pas la même chose, je pense, parce que il faut vraiment comprendre où est la faute et pas la remettre sur les personnes. Donc Clémence Pironnet, il nous prévient que voilà, le seul moyen de faire progresser l'égalité entre les sexes, c'est de renoncer à toute idée de nature. Et je pense que c'est important que dans nos enseignements, on le fasse. Et donc pour revenir à une question dans quel but d'évoluer, j'ai envie de dire que déjà peut-être il faut qu'on évalue la manière comment nous on enseigne, comment nous on présente les activités de médiation. Et en fait, il y a déjà pas mal de choses qui sont connues, sur lesquelles on peut se baser pour changer la manière qu'on présente les mathématiques. Donc tout ça ramène à la question, pas penser juste une action, un nombre d'élèves touchés, mais aussi les conditions dans lesquelles elle est mise en place et comment cette action est menée. Oui, mais je voilà. Voilà. Le statut des maths. Non, mais sur. Je suis un peu
le nom matheux de l'étape, enfin le Candide, et là, sur la courbe que vous avez montrée tout à l'heure, je suis la courbe orange, moi, je suis ceux qui ont gagné 30% d'heures avec la réforme du bac, c'était l'histoire géo, nous on est les grands gagnants de l'histoire. Mais j'adore les maths, sinon je ne serais pas là, je ne ferais pas d'histoire des maths, donc je suis un peu que entre deux chaises. Non, mais surtout, je trouve la discussion très intéressante, et pour moi, il y a une... Ce qui est rigolo, enfin, nous aussi on fait de la vulga, je pense qu'on passe à la... Enfin, les collègues qu'on déchire au Collège de France pour faire de la vulga en histoire, donc... Mais je prends juste un exemple qui ressemble beaucoup au stage finalement que vous faites, c'est ce que font les collègues archéologues. Il y a énormément de stages qui présentent comme de la vulgarisation, où ils font creuser les gamins, etc. Mais pas du tout avec comme objectif. Enfin, pas du tout. Ça n'est pas présenté comme l'idée de faire des petits archéologues derrière. C'est-à-dire, l'idée c'est l'archéo, c'est fun. Bon, moi, je rappelle la Terre toute la journée, mais ils arrivent à funifier ça. Et aussi, ils ont des problèmes d'évaluation, mais ils ne mettent surtout pas en avant l'idée que derrière, ils vont faire développer l'archéologue, parce que ça coincerait, surtout qu'on va essayer de supprimer l'archéologie préventive. Ce que je veux dire là derrière, c'est que la question de l'évaluation, elle va poser clairement la question de l'indice, et que si vous... Alors, je ne veux pas de conseils à vous donner, c'est vous. Mais si on met comme indice le choix de l'aspect, dans quelle mesure l'indice ne va pas devenir un objectif derrière, c'est-à-dire on va teach for the test, et donc finalement que ça ne va pas être contre-productif, parce que si tous les stages que vous organisez ont comme objectif affiché derrière de faire plus de gens en spémat, ça ne va pas être fun. Ouais, enfin voilà, je veux dire, je lisais le rapport de l'IGESR sur l'orientation des femmes, enfin, femmes et filles dans les maths, qui est sorti en février. Bon, je comprends les préoccupations derrière, qu'il faut qu'il y ait plus de femmes ingénieurs, en STEM, etc. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais vous n'allez pas convaincre Kevinette, 12 ans, de faire des maths parce que la France a besoin d'elle. Enfin, je pense que là, il y a un... Oui. Et si vous mettez comme indice d'évaluation la France, enfin, ça va poser un problème. Et donc, je ne sais pas si on peut décorer la question de l'évaluation de la question de l'indice et de qu'est-ce qu'on prend comme critère. Et moi, je ne suis pas sûr que le choix de l'aspect, il est facile comme critère, mais en fait, c'est tellement multifactoriel ce qu'il y a derrière. La baisse, elle est aussi liée à tous les gens, en particulier les filles, qui derrière voulaient faire du droit, voulaient faire Sciences Po. Avant, elles étaient en terminale S. Maintenant, elles sont dans la doublette Histoire Géo, SES. Alors, c'est peut-être gênant qu'elles aient fait moins de maths. En fait, elles ne vivaient pas forcément bien de faire des maths en première et en terminale. Elles étaient là parce que c'était la discipline de sélection. Je ne suis pas sûr que ce soit bien pour les maths d'apparaître trop ouvertement comme la discipline de sélection qu'elles sont. Bref, je ne veux pas dire que c'est super que vous ayez perdu 18% de vos heures. C'est pas ça du tout que je dis, mais dès qu'on essaye d'évaluer, c'est pour moi le critère là où la discussion est la plus difficile à avoir, c'est sur l'indice qu'on choisit. Le statut des maths comme discipline de sélection, comme discipline intellectuelle et comme outil de sélection, il est très ambigu, on y gagne et on y perd. Oui, et puis tu peux avoir des opérations de vulgarisation qui peuvent être contre-productives, parce que si je reprends Kevinette, 12 ans, qui se dit faire les maths, c'est soit l'école, soit le concours kangourou. Bon, moi je ne me sens pas tellement dans un concours, donc je vais m'auto-équiper. Oui, mais en tout cas pour les cigales... Il y a une concurrence entre opérations de popularisation. Pour les cigales, je pense que c'est intéressant la question du but du stage, qui est souvent posée par l'équipe d'organisation, qui peut aussi changer et morpher le temps qu'on organise le stage en apprenant des choses. Et je pense que pour les cigales, Pascal, tu me diras si... En tout cas, moi, je trouve qu'au final, on est arrivé au moment où on s'est dit, le but, c'est qu'elle passe une bonne semaine et qu'elle revoie la première fois la recherche. Souvent, c'est vraiment la première fois la recherche en maths ou pas, qu'il s'initie à la démarche de la recherche, un peu comme une sorte de mini-math engine, mais condensée, en rencontrant aussi les scientifiques dans le contexte du CIRN, et qu'ils passent un bon moment, et que ça grave quelque chose dans leur mémoire, qui une image différente des mathématiques, qui est une activité, qui peut le reporter, etc. Après, sur les questions d'orientation, donc c'est les lycéennes de première, bon, maintenant seconde aussi, c'est souvent les filles qui ont déjà choisi de certaines spécialités, mais c'est vrai qu'il y a aussi parfois maths complémentaires. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a question de culture scientifique qui est plus axe, en tout cas pour les cigales.
Après, pour maths et pour elles, quand c'est déjà pour les filles qui sont engagées dans le parcours de licence de mathématiques, c'est très différent. Il y a aussi les questions de si une fille veut faire des maths, mais il se pose une question, est-ce que je suis légitime? Et on en a beaucoup, comme ça au Cigale aussi. Juste leur dire oui, tu l'es, influence la confiance, mais aussi les performances. Je peux vous partager cette étude que je trouve très forte et sans doute peut-être beaucoup de personnes connaissent ici. C'est l'histoire du test de maths. Donc, ce n'est pas une semaine ni rien du tout, c'est juste un test. Vous avez 2 amphithéâtres avec des filles et des garçons en licence de maths à qui vous proposez un test. Dans un amphithéâtre, vous donnez un test, vous laissez 1 heure pour faire les exercices. Dans un autre amphithéâtre, vous précédez le test par une phrase, une seule phrase, petite phrase, qui dit que ce test, il n'y a pas de différence dans la performance entre les hommes et les femmes. Et vous voyez les résultats, c'est que les performances changent. Les femmes vont passer de 7 sur 24 points sur ce test à 18 sur 24, tandis que la performance des hommes va plus ou moins rester égale. Voilà, ça c'est l'effet d'une phrase, ce qui fait qu'en fait, la manière comment nous allons voir ce que c'est l'intelligence va influencer la performance des élèves, mais ça peut influencer aussi leur confiance, etc. Ça, c'est une autre étude qui montre que l'attitude des professeurs va influencer les inquiétudes par rapport au cours, le sens d'appartenance, mais aussi les performances. Donc, c'est ça, je pense, qui est très important en effet, c'est comment on voit en fait nos activités, quel est le but apporté. Et je pense que voilà, pour faire un clin d'œil à Matangine, Matangine se présente aussi comme une activité qui n'a pas forcément de but de réussite en compétition. C'est un but exploratoire pour explorer un problème de recherche. Et les Matangines sont, en tout cas sur les questions de genre, ils sont assez paritaires, de ce que je comprends pour la participation. Ce qui est déjà en soi un succès par rapport à la recherche en mathématiques. Je reprends le... si tu veux. Donc moi, je vais vous présenter un petit peu, parce que ça ajoute beaucoup d'éléments. Alors, où est-ce qu'il est par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est, à mon avis, la seule étude qui a été faite en France sur des activités de diffusion. Donc, au départ, c'est une opération en fait qui avait été lancée en 2007 par les trois associations Femmes et Maths, Femmes et Sciences, Femmes Ingénieurs. On appelait ça... Alors, je ne sais pas comment on fait. Ici. Voilà. Donc, ça s'appelait 1000 ambassadrices pour les sciences. Et donc, c'était organisé avec le soutien de la ville de Paris. Et on allait on envoyait des ambassadrices, c'est-à-dire des étudiantes en classe préparatoire, en licence, en doctorat, et des jeunes chercheuses dans des classes pour discuter de leur métier. Avec des lycéennes en première S, ça se passait. Il y a eu 4 éditions de ça, et puis la mairie de Paris nous a laissé tomber. Et l'opération ambassadrice pour les sciences a été reprise par la Fondation L'Oréal, comme vous connaissez sans doute, parce qu'ils organisent des prix pour les femmes scientifiques, et ils soutiennent aussi des bourses pour les doctorantes, des post-doctorantes. Et donc... au début, on n'était pas très heureuse de la situation, mais en fin de compte, après, ils ont organisé une grande évaluation de cette action qu'ils n'ont pas organisée tout à fait comme nous. Et finalement, on y trouve des choses très intéressantes. Donc, ça a été repris en 2014. Et en fait, ça a permis, maintenant, grâce à cette évaluation dont je vais vous expliquer un petit peu la méthode, ça a permis de montrer que les opérations de type rôle-modèle ont une efficacité qu'on peut mesurer sur les filles et aussi sur les garçons. D'accord, donc ça c'est intéressant. Donc les ambassadrices, cette fois c'est devenu des jeunes femmes scientifiques qui travaillaient chez L'Oréal, et aussi les boursières, et les lauréates de prix qui venaient parler de leur travail. Et l'intervention dans les classes était très standardisée, elle a été très travaillée justement, c'est ce que disait Olga, on ne parle pas n'importe comment de sciences aux filles. Moi, j'ai vu des opérations où il y avait des ingénieurs, des femmes ingénieurs qui racontaient que dans les entreprises, on préférait les femmes parce qu'elles sont plus douces, plus ceci, plus cela. Enfin bref, tout à fait le contraire de tout pour renforcer les stéréotypes, c'est pas bien. Donc ici, les femmes sont très formées, le truc est formaté, voilà, et puis elles ont demandé à ce qu'il y ait une évaluation qui soit faite, et donc ceci s'est tiré d'un article de Thomas Breda.
Julien Grenet, Marion Monet et Clémentine Van Effanter, qu'on trouve assez facilement sur le site, par exemple, de Thomas Breda. Et donc, comment ça a fonctionné? Donc, ils ont travaillé avec les 3 académies de l'Île-de-France. Il y a 98 lycées qui ont été sélectionnés sur 489 et ils ont fait 2 interventions dans des classes de seconde générale et technologique et dans des classes, à l'époque, terminale S. Donc, voilà le petit schéma de tirage en double aveugle, hein, comme on disait tout à l'heure. Donc, le chef d'établissement a sélectionné dans chaque lycée un certain nombre de classes, donc 4 classes de seconde générale et 2 classes de terminale S. Et puis, parmi ces classes, il y en a qui ont été tirées au sort. Donc, par exemple, pour les 4 classes de seconde générale et technologique, il y en a 2 qui ont eu l'opération et 2 autres qui ont servi de classe témoin. Et pareil pour les terminales, une classe visitée et une classe témoin, ce qui permettait donc d'avoir vraiment 2 échantillons de même type pour pouvoir faire des comparaisons avec opération et sans opération. Ce qui manque cruellement à toutes nos évaluations qu'on bricole tous. Les enquêtes de satisfaction, c'est bien, je pense que c'est indispensable, mais ça ne mesure des choses que sur la population à laquelle on s'est adressé. Donc ça, c'est un peu un problème. Donc il y a eu des interventions en classe et puis il y a eu des enquêtes par questionnaire en 2016. Donc au total, ça faisait quand même une opération qui a reporté sur à peu près 20 000 élèves. Donc voilà, c'est pas rien. Et l'enquête par questionnaire a très bien fonctionné avec un taux de retour de 90%. Ensuite, dans un second temps, ils ont apparié ces données avec des données du rectorat pour avoir les résultats au brevet, pour avoir les choix d'orientation, les résultats du bac, etc., des élèves. Et donc, on a pu voir aussi l'évolution qui avait été donnée à ça. Alors, effectivement, pour revenir à la question sur qu'est-ce qu'on va mesurer comme indicateur, donc là, ils ont analysé plusieurs dimensions. Tout d'abord, le goût déclaré par les élèves pour les sciences avant et après l'opération. L'attitude vis-à-vis des mathématiques, donc c'est général, c'est sur toutes les sciences, mais tout le monde sait quand même bien qu'il y a quelque chose avec les maths. Donc là, il y a quelque chose qui a été mesuré par rapport à ça. La perception qu'on a des carrières et des métiers scientifiques. Et ensuite, la perception des différences de genre dans les sciences qu'ont les élèves. Et donc mesurer avant et après. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Qu'est-ce qu'ils ont montré? Alors, je reclique sur le bon truc. Voilà. Alors ça, c'est donc ce qui concerne donc, effectivement ce dont je viens de vous parler, pas l'orientation. Alors, le goût pour les sciences. Donc, vous voyez, pour le goût pour les sciences, il y a 4 petites barres. Donc, au-dessus, les 2, ce sont les classes de terminale S. Ça, c'est les filles au-dessus. Et puis là, c'est les garçons. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en ce qui concerne le goût pour les sciences, on est pratiquement à 0, ce qu'on mesure dans les classes témoins, c'est-à-dire rien, pas de changement, enfin, par rapport aux classes témoins. Donc, ici, on voit que les filles sont un tout petit peu plus haut que les classes témoins, mais alors en statistique, c'est ce qu'on appelle un intervalle de confiance, ici les 2 barres. Donc ça veut dire en gros que ici, c'est ce qu'on mesure sur notre échantillon, mais que la vraie valeur dans la population, comme on dit, se situe avec une probabilité de 95% dans cet intervalle. Donc en fait, il n'y a pas d'écart significatif, comme on dit, par rapport aux classes témoins, pour le goût pour les sciences. Donc ça, c'est pour les terminales. Et pour les secondes, c'est pareil, même si les résultats ici sont un petit peu plus faibles. En revanche, pour la confiance en soi dans le domaine mathématique, là, on voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes. Et notamment, il y a ici cet intervalle de confiance qui est au-dessus de ce qu'on observe dans les classes témoins. Et ça, c'est les garçons en terminale. Donc l'opération a renforcé la confiance en soi en mathématiques des garçons. Pour les filles, ça a un peu augmenté quand même, hein, mais bon, c'est moins fort et puis l'écart n'est pas tout à fait significatif. Voilà, et pour en seconde, on peut dire qu'il ne s'est rien passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est ici, hein, donc la perception stéréotypée des carrières scientifiques. Donc là, on voit qu'il y a un écart qui est fort par rapport aux classes témoins. Et donc là,
toutes les perceptions stéréotypiques sur les sciences, que les filles sont moins bonnes en sciences que les garçons, ou des choses comme ça, eh bien, en fait, ça a fortement baissé dans les classes pour lesquelles il y a eu cette opération. Et le plus fort, c'est sur les filles de terminale S. Donc là, on peut dire objectif rencontré quand même. Hein, on voit que pour les garçons, ça a eu un effet aussi, donc voilà. Et en seconde, ça a de l'effet, mais c'est moins fort. Et l'intérêt pour les métiers scientifiques, ici, donc on voit que pour les filles, eh bien, de terminale, ça a eu un effet qui est positif. Pour les garçons, un effet légèrement positif, mais ce n'est pas significatif. Et en seconde, on peut dire que ça n'a pas d'effet. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est important. Donc on peut quand même conclure de cette étude que des opérations de type rôle modèle, ça a un effet positif. Parce que moi, j'entends souvent dire que ça ne sert à rien, etc. Ben, c'est pas vrai. Là, il y a quand même une étude qui le démontre scientifiquement. Et puis, la dernière partie de l'étude portait sur les choix d'orientation. Alors, je vous propose de regarder uniquement la partie droite du tableau. Donc ça, on voit donc les vœux. Non, c'est ce qui a été vraiment observé après. Pour les élèves qui ont subi l'opération en terminale S, on a pu suivre ce qui s'était passé pour leur choix d'études. Et on voit, alors, bon, ici, donc, là, ce sont les filles donc, qui étaient en terminale S, elles se sont orientées vers une CPGE scientifique. Et ça, c'est celle des classes témoins. Et ici, le petit truc là au-dessus, c'est les filles qui ont subi l'opération. Donc, on voit que par rapport aux classes témoins, elles sont au-dessus. Donc là, mais on voit que pour les garçons, c'est un peu vrai aussi, même si l'écart n'est pas significatif, puisque, à nouveau, l'intervalle de confiance chevauche ce qui se passe sur la classe témoin. Mais donc ici, on voit que ça a quand même eu un effet donc sur un an. Hein, voilà. Et ça, c'est les CPGE scientifiques. Et ici, c'est les disciplines universitaires peu féminisées, donc les maths, la physique, l'info. On voit que pour les filles, ça a également un effet. En fait, il n'y a rien de significatif sur le choix d'orientation en seconde par rapport à ce qu'elles vont faire en première. Voilà. Donc, ce que je pense qu'on pouvait quand même conclure sur... voilà. Et alors, non, encore un dernier point pour terminer. Ça, les dessins sont dans leurs études. On voit que l'effet ici positif sur les filles dans le choix d'orientation est d'autant plus fort que les filles sont performantes en maths. Donc, c'est-à-dire que ici, on voit quand même que même si les filles ont de très bonnes notes en maths, on a vraiment intérêt à les soutenir, d'où les opérations qu'on fait, comme les cigales, etc., ou les stages qu'on peut organiser pour les filles qui ont du goût pour les maths, parce que donc on voit qu'il y a un effet qui est plus fort quand le niveau en maths est meilleur. Mais bon, évidemment, les filles ne sont pas conscientes de cette efficacité qu'elles ont par rapport aux maths, en tout cas moins que les garçons. Elles ont tendance à un petit peu le sous-estimer, et donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Voilà, donc conclusion, les rôles modèles, ça marche. Je peux juste réagir rapidement parce qu'il y a une question qui m'intéresse beaucoup dans cette étude. C'est pas moi qui l'ai faite. Hein, oui, peut-être tu ne pourras pas répondre, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a une partie briser les stéréotypes dans la présentation. Je l'ai faite parce que je travaillais pour cette étude. Donc il y a un petit diaporama qui casse les biais et les stéréotypes de genre, et après on parle un peu de notre parcours. Mais on peut se demander, donc là, les rôles modèles, c'est que des femmes. On peut se dire, si on a des hommes qui viennent en classe, qui font la même présentation, qui expliquent un peu les biais, les stéréotypes de genre, qui sont bien formés, est-ce que ça va, quels seront les effets? Ça, on ne sait pas. Je me demande, parce que c'est une vraie question, surtout pour les femmes en mathématiques. Comme on n'est pas si nombreuses, c'est quand même pas facile à aller faire tout ça sur notre temps de travail. Alors ici, c'était pas que des mathématiciennes, oui, c'était toutes les sciences, mais quand même. Mais oui, ça rajoute du travail. Oui, bien sûr. Vous êtes responsable de trois trucs, mais je vais Oui, on est responsable, les mathématiciens du présent sont responsables des mathématiciens du futur pour faire ces stages, et aussi des mathématiciens du passé pour faire des travaux sur les grandes mathématiciennes de l'histoire. Ça serait bien de changer ça. Stéphane, puis après j'ai une toute petite question pour Pierre. Trois choses. C'est très important tout ce que vous avez dit sur les femmes. Ce n'est pas le seul critère aussi. Hein. Il y a des vrais critères sociaux. Bien sûr.
dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Évidemment, c'est très important, mais il y a des critères sociaux et géographiques qui sont des vraies barrières. Hein. Si on n'est pas proche d'une grande ville, si on est issu d'une famille qui n'a pas les pieds dans le milieu scientifique, c'est aussi une barrière énorme avant d'arriver. Voilà, on a parlé d'une barrière, mais il y en a d'autres aussi. C'est ça, la deuxième chose. La seconde chose, toujours très rapide, c'est que aussi pour mesurer les effets, bon, il faut qu'on pense un peu collectivement à un passage à l'échelle, enfin, à une plus grande échelle, pour effectivement avoir un effet et pouvoir le mesurer. Parce qu'effectivement, dans nos stages, on ne veut pas former des mathématiciens et des mathématiciennes, on veut avoir un effet un peu global. Et ça, quand on est 5 ou 10 000 élèves par an, ce n'est pas du tout suffisant. Et moi, il me semble qu'aujourd'hui, les stages de seconde sont une opportunité. Sont une vraie opportunité pour toucher toute une classe d'âge. Parce qu'ils sont obligés de faire des stages de seconde et les entreprises ne peuvent pas accueillir. Et donc nous, en tant qu'universitaires, école d'ingénieurs, école de commerce, on a les endroits, les lieux, les personnes pour accueillir des élèves en seconde, et notamment, principalement, ceux qui n'ont pas des stages dans la boîte de papa-maman. Et c'est justement ces élèves-là qu'on vise pour les amener dans le milieu scientifique. Mais ça pose la troisième question, et après je termine, qui est une autre version de l'évaluation, qui est que quand on s'engage là-dedans, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et donc, en tant qu'évaluation, mais de notre activité à nous, c'est-à-dire quand on est évalué, quand on demande des primes, quand on demande des promotions, etc., on ne peut pas d'un côté demander à tout le monde « investissez-vous là-dedans », etc., et puis de l'autre côté, de ne pas le mettre comme un critère vraiment important lors de l'évaluation de l'activité des enseignants-chercheurs et des chercheurs. Oui. Et ça, c'est aussi de l'évaluation, c'est pas la même, mais c'est quand même important. On peut pas, ça prend un temps fou de faire ces choses-là. Et donc, si on prend un temps fou, forcément, on néglige une autre partie du travail. Moi, ça m'a coûté une promotion. Un dernier truc, c'est qu'on peut faire de la diffusion aussi auprès des enseignants, mais c'était un truc qui était sorti quand on a eu une discussion préliminaire, peut-être juste une minute avant qu'on passe aux questions, et c'était Pierre qui... Oui, c'est un truc auquel je tiens pas mal pour être responsable de MasterMEF et de voir à quel point mes chers collègues galèrent avec le premier degré, mes homologues galèrent avec le premier degré, et que, en fait, ce qui manque peut-être un peu avec le fait d'envoyer des mathématiciennes, des étudiants, tout ça en classe, c'est un effet multiplicateur. C'est-à-dire que, est-ce que, dans quelle mesure, celle à qui, parce que c'est à 85% des femmes, celle à qui il faudrait parler en priorité, ce n'est pas les profs des écoles. Parce qu'elles ont en général un traumatisme avec les maths elles-mêmes, qu'après, enfin, le terme est un peu psychologisant, il ne faut pas exagérer, mais elles sont en général meilleures en français qu'en maths elles-mêmes. En tout cas les étudiantes actuellement dans des écoles. Alors que si on arrivait pendant, et là je pense la création de licences pour des écoles maintenant, peut-être une occasion, juste une fenêtre pour taper fort en tant que mathématicien N, pour changer l'image des maths, c'est-à-dire de taper à ce niveau-là, sur ces profils-là, parce que si vous en convertissez une à cette étape-là, au fait que les maths s'écoulent, après, pendant toute sa carrière, elle aura un effet dans les écoles primaires, alors que convertir une lycéenne, ça n'est jamais que convertir une lycéenne. Il y a un peu un effet... c'est comme les missionnaires catholiques. Le premier objectif, c'est de convertir les mères. Parce qu'une fois qu'on a converti les mères, on a converti les enfants. Alors que convertir les pères, ça ne sert à rien. Les pères ne convertiront pas les enfants. Désolé, c'était mon cours sur les colonies. Oui, il faut faire attention, quand même, avec le colonialisme mathématique. En fait, d'efficacité qui permet d'ancrer ça à long terme. Et je ne suis pas forcément sûr que les secondes ou les premières, ce soit le moment le plus efficace. Peut-être le plus visible, mais... Oui, après, moi je ne suis pas sûre que je suis d'accord sur père-mère, parce que dans l'étude sur les cigales, on montre que les filles, même avec les mères qui n'ont pas eu des parcours de succès, on va dire, en mathématiques, elles vont se projeter sur les parcours masculins, elles vont dans les films scientifiques s'identifier aux hommes, etc. Je pense qu'il ne faut pas abandonner les hommes dans ce combat, et les pères non plus, en particulier. Bruno. J'ai un commentaire, une réponse, une question rapide. La réponse. Au CNU, on prend méchamment. Je sais, non mais ça change. Mais c'est comment c'est fait à l'intérieur, rapidement. Je prédis des pré-rapports que les collègues passeraient
recherche, enseignement et un onglet diffusion. Depuis 6 ans que je suis au CNU, je vois que quand même, je ne sais pas vous dire, 80-90% des dossiers, cette case-là, elle n'est pas vide, elle est même étoffée. Et on sort de la campagne de promotion il y a un mois, il y a des dossiers, on a décidé de les promouvoir parce que l'activité principale, c'était la diffusion. Je ne vous dis pas que c'est tous les dossiers, je ne vous dis pas qu'il faut non plus que vous fassiez ça. C'est tout le temps comme ça. Parce qu'il y a des mecs par an. Mais en local, c'est non, mais difficile. mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Les promos nationales, c'est 2 tiers des promos locales, vous devrez en avoir plus, les matheux ne sont pas dans les CAC, etc. C'est une catastrophe. Le commentaire, c'était sur l'évaluation, le côté chiffré m'embête personnellement un peu. Je pense que le fait d'aller dans les écoles, d'avoir toutes ces activités que l'on fait toutes et tous, il y a d'autres choses aussi, c'est que donner une nouvelle image des mathématiques dans la société, le fait que moi j'ai des parents d'élèves qui, je laisse des petits, je fais des handouts quand je fais des présentations dans les écoles, je le laisse et je sais que les parents ils s'amusent à les faire aussi. Et changer cette image, et voilà, c'est quelque chose qui est difficilement quantifiable et mesurable. Et donc changer l'image globalement des mathématiques, en faire un plaisir, comme on va faire de la poésie, comme on va faire de la cuisine, et pourtant on n'est pas forcément cuisinier professionnel, et bien faire des maths, c'est voilà. C'est quelque chose qui est difficilement mesurable. Et ma question, c'est l'échelle. C'est pas parce que c'est difficile que ce ne l'est pas. Il est en partie mesuré, notamment Clémence Pironnet dans La Bosse des maths n'existe pas, à discuter avec les élèves sur leur perception de ce que c'est un scientifique, une scientifique, et il y a des travaux sur ça. Ma vraie question a été sur l'échelle, parce que vous voulez évaluer, et je disais au début, je voudrais interpréter cette courbe comme l'effet de notre action. Ouais, mais quand on prend 30 cigales, quand on s'adresse, quand on touche sur une année 5000 étudiants, oui, mais là, ces courbes-là, juste ma question, c'est quand tu mesures combien il y a de personnes, enfin, d'étudiantes, étudiants qui ont pris cette option, on parle de combien? C'est 5000, 10 000, 100 000, 1 million? Parce que si on en touche 5000 et que cette courbe-là, c'est sur 1 million, voilà, quel est l'effet des super vidéos qu'on peut trouver sur Internet sur les mathématiques qui sont vues 1 million de fois? Oui, c'est ça. Non, il y a 300 000 et 300 000. Voilà. Donc il y a ce problème de l'échelle. Mais bon, ici, moi, je voulais donner de l'optimisme aussi, pas seulement sur nos activités, mais sur l'activité des professeurs de façon générale dans leurs actions. On ne sait pas, tout ça, c'est une grande... Tout ça pour dire aussi qu'une évaluation macroéconomique juste sur ce courbe-là, ça n'est pas assez fin pour ce qu'on veut faire et qu'il faut descendre plus bas. Maintenant, on peut aussi se baser sur l'étude qui existe sur cette histoire de la Fondation L'Oréal pour dire que les actions dans les classes ont des effets et qu'on peut s'appuyer là-dessus pour dire que ce qu'on fait par ailleurs dans Math en Jeans, dans ceci, dans cela, ça doit être du même genre. Moi, je trouve que ça peut suffire pour argumenter. Et moi, dans mon expérience, il y a aussi des financeurs et financeuses qui viennent parce qu'ils croient à la cause et ils ne demandent pas des chiffres. Oui, mais sur les actions... Peut-être ceux qui demandent des chiffres, c'est ceux qui ne veulent pas donner l'argent. Sur les actions non mixtes, il y a un plus. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question, un dernier commentaire? Mais là, c'était non mixte. C'était mixte hein, ici, Stéphane. Sur le fait de reconnaître ces actions, en fait, d'autres manières plutôt que les évaluations, qui est toujours un peu difficile de savoir si elles le font correctement ou pas, c'est de faire des décharges. En fait, quelqu'un qui est très investi sur les évaluations. Oui, c'est de la reconnaissance. Et à ce moment-là, il n'y a pas de perte de temps. J'ai beaucoup aimé les commentaires sur le fait de cibler les instituts, en fait, que ce soit homme ou femme d'ailleurs, en fait. Je pense que c'est la bonne réflexion. En plus, c'est peut-être à notre portée, parce que elles vont être formées dans les universités. Donc, Oui. Mais je rebondis sur cibler les instituteurs. Enfin, c'est récent, mais je ne rebondis pas dans ça, mais il y a un porteur local. Il y a un dispositif partenaire scientifique pour la classe qui peut être aussi assez intéressant pour cibler justement les instituteurs, au sens où l'idée est de faire un partenariat entre
si tu veux. On est même dans les temps. Merci à tous. Merci.